Bienvenue. Bienvenue à tous au Café Numérique de Liège. Alors, au Café Numérique, on a une mission qui est celle-ci, qui est de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre. Alors, ça fait déjà un moment qu'on existe. Si vous venez au Café Numérique, c'est pour 3 raisons. La première, c'est d'apprendre. Ah oui. On va parler de beaucoup de choses. Le but, c'est que vous repartiez au moins avec quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Et on s'adresse à la fois aux novices, mais à la fois aussi aux experts. C'est un peu le challenge pour nous. C'est sans doute la chose, d'ailleurs, au-delà de tout l'aspect logistique, au-delà du choix des speakers, au-delà de tout ce qui touche au café numérique, c'est, selon moi, la chose la plus difficile à gérer. Parce que oui, ici, dans ce public, il y a 2 types de niveaux. Il y a les novices et il y a les experts. Il y a ceux qui viennent à toutes les thématiques. Ce n'est pas possible d'être expert dans toutes les thématiques, mais à chaque fois, on essaye de s'adresser vraiment aux 2 publics. Ça veut dire qu'on doit contenter les 2. Et en général, on fait avec 2 choses, c'est-à-dire des présentations qui s'adresseront à tout le monde et un débat à la fin où les experts, les gens plus initiés à la thématique, pourront vraiment poser leurs questions. Si vous êtes novice, posez également vos questions, il n'y a pas de souci. C'est un débat qui est totalement ouvert. On va essayer de récolter un maximum de questions et d'y répondre au plus grand nombre. Deuxième chose, vous venez ici aussi pour le réseautage. Oui, on rassemble des gens. On a aussi un Facebook Live, mais c'est aussi pour se rencontrer. L'aspect humain chez nous est super, super important. Et enfin, enjoy, pour passer aussi un bon moment. On a un positionnement qui, dans l'écosystème des événements, se veut entre le bar et la conférence. Le bar, c'est l'aspect networking, et la conférence, c'est l'aspect contenu. Nous, on est entre les 2. Ça aide aussi à favoriser le networking. Ça aide aussi, finalement, à venir au Café Numérique, parce qu'on est après une journée de boulot. Ce n'est pas toujours évident. Voilà pour la présentation en quelques chiffres. Avec une vue très hélicoptère. Il faudrait peut-être même prendre plus que l'hélicoptère. Il faudrait peut-être aller dans l'espace si on voulait voir toutes les localisations des cafés numériques dans le monde. On est présent sur plusieurs continents. Paris, Londres, New York, Kinshasa, pour citer ces quelques villes. Donc, café numérique, c'est un concept qui est présent un peu partout dans le monde. À Liège, on a déjà fait quelques événements, comme vous le voyez, on a rassemblé plus de 10 000 participants. Et je disais tout à l'heure à mon collègue Sam qu'on est sans doute à 15 000, voire plus maintenant, on devrait mettre les chiffres à jour. Mais ça veut dire qu'on a fait plus de 100 événements. Ça veut dire qu'on rassemble une 150aine de personnes. Donc vous êtes assez bien dans la moyenne aujourd'hui de personnes tous les 15 jours. Alors il y a une petite nouveauté cette saison, c'est qu'on a décidé de diminuer de 15 à 8 événements. Donc il ne faudra pas rater les événements, il y en aura moins, mais vous allez voir qu'on va cette saison monter en puissance parce qu'on a pas mal de projets en tête et on compte bien en tout cas les mettre en application. Et bien sûr, tout ceci, ça ne se fait pas tout seul. On a une équipe, Samuel, qui est juste à ma droite normalement, s'il n'a pas bougé, voilà. Il y a Frédéric. Frédéric, tu es là, tu prends une photo en rouge. Denis qui est juste là, il y a Jean également, il y a Fabien qui est quelque part également sur le côté, Émilie, Sophie, Sébastien, voilà. Je n'oublie personne, moi-même éventuellement. Donc une équipe de choc, des partenaires de choc également. On notera le Val-Benoît qui nous accueille ce soir, on notera MexiFresh qui est dans le fond, c'est eux aujourd'hui qui vont s'occuper du bar. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous restaurer, prendre une boisson à la pause ou éventuellement, si vous avez une grande soif, vous déplacer discrètement durant les conférences. Le sillon belge qui nous a aidé à toucher notre cible ce soir. On notera également nos partenaires sur le plus long terme. On notera Pur Contenu, Pure FM, d'ailleurs il y a 2 Pure, je vais te le noter, c'est bien ça, c'est bien choisi. Et Digital Wallonia, on notera également, j'allais dire Ikea, rien à voir, IAK qui s'occupe du site internet. Alors ce soir on va parler de Smart Farming,
l'agriculture connectée, tout ce qui est en relation avec la technologie dans l'agriculture. J'ai une question. Alors, les habitués, et honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup ce soir. Si vous connaissez déjà la question que je vais poser, est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà, donc la question que je pose à chaque fois, c'est qui est déjà venu à un café numérique? Et honnêtement, j'en compte à peine une dizaine. Ça veut dire que je vais poser la question dans l'autre sens. Qui n'est jamais venu à un café numérique? Là, on voit bien le contraste. Waouh, super. 80, 90%, je dirais même 90% de l'audience. Bienvenue à vous. C'est-à-dire qu'on a touché dans le mille. On voulait toucher des gens du secteur. C'est top. Bienvenue au Café Numérique. N'hésitez pas à venir également aux autres thématiques. Je suis sûr qu'elles vont vous intéresser également. Donc aujourd'hui, on va parler de smart farming. Pour en parler, avant ça, petite note. Donc Digital Wallonia. Digital Wallonia. Qui connaît Digital Wallonia de nom? Juste. Déjà la moitié. Ça veut dire qu'eux font super bien leur boulot également. Alors, Digital Wallonia est impliqué dans différents, finalement dans le secteur numérique, donc ça touche toutes les industries, tous les secteurs. Ils sont également présents dans le smart farming et de diverses façons. Bien sûr, ils étaient présents à la foire de Libramont et j'imagine que vous êtes dans le secteur, vous avez dû les croiser à la foire de Libramont. Sachez qu'ils organisent un Digital Bootcamp. Alors, c'est quoi? C'est simplement un événement qui aura pour but d'accompagner des projets dans le secteur de l'agriculture, spécialisé dans le secteur de l'agriculture. Je vous invite à aller jeter un œil, simplement taper dans Google Digital Bootcamp, agriculture, Digital Wallonia, les keywords qui sont là. Vous pourrez tomber sur l'événement et avoir plus d'informations là-dessus. Je vous encourage vraiment vivement à aller jeter un œil. Si vous avez des questions relatives à l'agriculture et au secteur du numérique, n'hésitez pas à contacter Fanny. Son adresse apparaît juste ici. Si vous n'avez plus ses coordonnées, on peut aussi vous les transmettre. Alors, on a 5 speakers aujourd'hui. On a Carlo, on a Guillaume, on a Henri, on a Erwin. Je ne vais pas vous les présenter tous. Je vais plutôt présenter Bastien, puisque Bastien va reprendre les manettes de cette soirée. C'est Bastien Bastien est journaliste et en général on essaie de faire appel aux journalistes le plus possible. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'organisateurs, on n'a pas non plus envie de se positionner comme porte-parole du secteur ou quoi que ce soit. C'est vous qui avez la parole et on essaye aussi de faire en sorte d'être le plus neutre, le plus indépendant, le plus objectif par rapport à tout ce qui est dit au Café Numérique. Café Numérique, c'est bien sûr parler de nouvelles technologies, mais ce n'est pas toujours être pro-technologie quoi qu'il arrive. Bien sûr, on adore la technologie, mais on essaye donc d'avoir une vue à chaque fois très neutre, et c'est à vous de vous faire votre avis. C'est vous, finalement, le Café Numérique. OK. Je pense que quand je vois Sam comme ça veut dire que j'ai oublié un truc, il va le dire maintenant. Voilà, simplement, on n'a pas indiqué sur la présentation les slides du prochain événement qui est déjà présent sur notre site internet. Ce sera un événement un peu particulier, à une date un peu particulière également. Ce sera le 12 octobre. Comme vous le savez, le 14, nous nous rendons dans les urnes. Et donc, on a décidé d'organiser un événement spécial le 12 octobre. Ce sera un vendredi, entre 16h30 et 22h, avec à la fois d'abord un café numérique qui débutera à 16h30, consacré à ce qu'on appelle le Civic Tech, donc tout l'aspect technologique, la démocratie, la manière dont les gens peuvent se réapproprier, on ne va pas dire le pouvoir, mais à peu près. Et puis on aura la projection d'un film, c'est spécial, ça n'arrive pas souvent. C'est une équipe qui s'appelle DataGull, qui est très connue dans le milieu, qui viendra présenter son film qui s'appelle Démocratie, point d'interrogation. Donc retenez bien, 12 octobre, 16h30, 22h, avec d'abord un café numérique suivi de la projection du film Démocratie. Voilà, maintenant tout est dit. Super, merci Sam. Merci Jérém. Alors, pour faire la transition, moi je vais vous dire, passez un excellent café numérique. Je suis Bastien Pochon, je suis journaliste indépendant et je me suis intéressé à l'agriculture du futur à l'occasion de la foire agricole de Libramont. C'est un secteur que je ne connais pas très bien parce que je ne suis pas vraiment issu du milieu agricole, malgré que j'ai passé toute mon enfance dans la région de Bastogne, donc je suis
J'ai été bercé par les meulements des vaches. J'ai vu les tracteurs qui récoltaient du blé, du maïs, etc. Mais je ne connais pas très bien ce métier. Et je me suis dit, c'est l'occasion de voir un petit peu si ce métier se digitalise, parce que moi, la digitalisation et le numérique, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'avais un petit peu cette image, effectivement, qu'on a un petit peu tous, un peu une image d'Épinal d'un agriculteur sur son tracteur, qui travaille du matin au soir, qui n'a pas forcément un smartphone dans la poche. Je voulais voir si c'était effectivement le cas. Et en fait, ce que j'ai d'abord découvert en consultant le baromètre de l'agence du numérique, qui a un peu cerné la maturité numérique de différents secteurs en Wallonie, j'ai constaté qu'effectivement l'agriculture n'était pas super bien positionnée dans le classement, qu'en général il était plutôt en avant-dernière position sur toute une série de critères. Alors ça va de la numérisation de l'infrastructure, donc c'est par exemple avoir un PC, avoir une tablette, utiliser un cloud, à l'organisation du travail. Donc l'organisation du travail, c'est dans une entreprise, je dirais standard, c'est donner la possibilité à ses employés de faire du télétravail. Donc effectivement, dans le secteur agricole, faire du télétravail, c'est pas évident. La digitalisation et l'intégration des flux d'informations, donc c'est utiliser de la facturation électronique, faire des achats de matières premières via Internet, ou d'utiliser des logiciels ERP, des logiciels de gestion d'entreprise. Et aussi la digitalisation des ventes et des services aux clients, c'est-à-dire développer un site d'e-commerce. Puis en grattant un peu, je me suis demandé si la slide veut bien passer ensuite. On va faire la méthode traditionnelle, si ça veut bien aussi. Voilà. Si les agriculteurs étaient effectivement déconnectés, en fait, pas du tout. Il y a, selon l'Observatoire CBC de la transition numérique sur le monde agricole, qui date aussi de 2016, en moyenne, 6 agriculteurs sur 10 utilisent Internet dans leur activité professionnelle. Il y en a même 21% qui utilisent le web sur le terrain avec leur smartphone, avec leurs iPads, etc. Alors je me suis un peu intéressé aux usages. Alors effectivement, les usages, en majorité, 68% des agriculteurs connectés envoient simplement des mails, vont sur Facebook, consultent Internet, des sites Internet, etc. Mais malgré tout, il y a quand même 17% qui utilisent des logiciels de gestion d'entreprise. Et surtout, et ça pour l'instant ça reste une minorité, mais 12% utilisent le téléguidage. Le téléguidage, c'est utiliser le GPS sur son tracteur pour, par exemple, tracer des lignes plus droites et donc effectivement avoir plus de lignes sur une même parcelle et donc augmenter le rendement. Ils utilisent aussi certains capteurs, voire ils utilisent des drones. Et effectivement, en fait, dans mon enquête, j'ai rencontré pas mal d'interlocuteurs. Et j'ai notamment, j'ai pas rencontré dans le cadre de cette enquête-là, mais j'ai suivi un petit peu ce qu'il a fait. C'est Henri Louvigny, que je voulais rencontrer en fait ce soir en live, parce que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup discuter avec lui dans le cadre de ce dossier, qui est, on pourrait le dire, un smart farmer. C'est un agriculteur de la région de Libramont, qui est passionné d'informatique, qui a développé plusieurs logiciels, dont le logiciel Léa, pour logiciel de gestion d'entreprises agricoles. Donc c'est un logiciel qui permet aux agriculteurs de gérer les différentes tâches dans leur ferme. Et il a aussi développé un site d'e-commerce pour vendre des colis de viande pour sa ferme, pour la ferme familiale. Donc il viendra un petit peu développer tout ça, toutes ces applications, tous ces outils. Alors ensuite, moi j'ai découvert que l'agriculture était aussi un secteur en pleine révolution et que finalement les agriculteurs dans le futur ne vont pas seulement récolter du maïs, du blé,
ou produire de la viande, ils vont aussi récolter des données. Alors pour récolter les données, il y a plusieurs objets, plusieurs vecteurs, notamment les satellites. Alors utiliser des satellites, ce n'est pas nouveau en agriculture, on en utilise depuis plus de 15 ans. Par contre, ce qui a vraiment changé la donne, c'est Sentinel-1A et Sentinel-1B, qui sont deux satellites qui ont été envoyés dans l'espace par l'Agence spatiale européenne en 2014 et 2015, qui permettent donc de prendre des photos beaucoup plus précises. Avant, un pixel, c'était en moyenne 100-300 mètres de côté. Maintenant, on est à du 10 mètres sur 10 mètres, donc c'est beaucoup plus précis. Ça permet vraiment de zoomer sur une parcelle, sur un champ. Et puis surtout, ce qui est un bon plan, c'est qu'elles sont gratuites aujourd'hui. Parce qu'auparavant, il fallait débourser 2 000, 3 000 euros pour une seule photo. Ça coûtait donc extrêmement cher. C'était généralement les centres de recherche qui essayaient de s'acheter ces images satellites, ou alors les gouvernements ou des entreprises. Maintenant, elles sont gratuites. Elles sont aussi renouvelées tous les 3 à 4 jours. Donc ça permet de faire un état des lieux et un suivi des cultures. Et puis surtout, elles sont en open data. N'importe qui peut aller les consulter. C'est tout à fait libre et peut récupérer des données. Donc c'est vraiment un filon assez incroyable, et pour des entreprises, des coopératives qui sont déjà actives dans le secteur agricole, mais aussi pour des startups qui rêvent de faire un business model, de faire une application qui pourrait révolutionner le secteur. Alors faisons justement l'exercice, allons sur le site des satellites et prenons une photo. Voilà, donc la photo que j'ai sélectionnée il y a quelques jours pour présenter cette conférence, c'est une photo de la région de Bastogne. Donc on voit notamment ici la ville de Bastogne qui se trouve là, avec les villages aux alentours. Donc on a Senonchamp, on a Chenogne, on a Cibray, on a Villeroux. Et pour décrire un petit peu l'environnement, on a, je ne sais pas très bien si vous voyez tous, parce que là c'est un peu clair comme photo, mais il y a énormément de champs, de forêts, de parcelles, etc. Et des champs qui sont surtout dédiés à l'élevage. Il y a un petit peu de production céréalière, mais il y a aussi pas mal d'élevage. Ça, c'est une photo tout à fait normale. Et alors, on va essayer de récolter quelques données, notamment en sélectionnant un index, qui est l'index infrarouge. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet infrarouge, c'est que comme le satellite, grâce à son spectromètre, récupère et divise toutes les couleurs du spectre lumineux, on a plusieurs informations. Et l'infrarouge, ce qui est intéressant, c'est qu'elle révèle l'état de la végétation, s'il y a plus ou moins de végétation. On remarque par exemple qu'ici, qu'il y a des surfaces un peu plus sombres. Donc ce sont certainement les différentes forêts. Des taches un peu plus claires, là c'est certainement des parcelles qui ont été fauchées et qui ont donc moins d'herbe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une plante qui est en bonne santé, elle réfléchit énormément d'infrarouge. Donc ça permet déjà d'avoir une première indication sur une parcelle, par exemple, qui n'a pas été fauchée. Si cette parcelle est anormalement claire, ça veut dire qu'il faudra peut-être rajouter de l'engrais. Alors ensuite, ça devient un petit peu plus abstrait. Si on prend l'index de végétation, donc là on constate toujours des taches. Les taches vertes, ça doit être certainement les forêts. Le bleu, ça doit être certainement les prairies, où il y a moins de végétation que par rapport aux forêts. Et puis toujours ces champs qui ont été fauchés, qui apparaissent ici en plus clair. Alors ça peut encore devenir beaucoup plus abstrait si on s'intéresse à l'index de l'humidité. Donc pour voir notamment si des parcelles, mais là c'est toujours les forêts qui sont à mon avis beaucoup plus humides que des prairies, qui apparaissent ici en plus clair, voir ces parcelles-là qui sont beaucoup moins humides. Donc ça peut aussi donner une indication sur l'irrigation. Mais ça, ces images-là, ce n'est qu'un seul point de vue. Un point de vue que vous pouvez aller consulter sur le site que je vous mets ici. Ce n'est qu'un seul point de vue, et ce qui est intéressant, c'est d'en avoir un second, de se rapprocher un petit peu plus des parcelles, notamment grâce à des drones. Et là, je vais laisser Guillaume Janssens vous expliquer mieux que ça
que moi, puisque lui, avec Olivier Lagaille, il a créé une start-up qui exploite des drones, qui utilise des drones pour scanner des champs et qui utilise des technologies similaires pour donner ensuite une expertise aux agriculteurs. Alors on peut encore aller beaucoup plus près. Durant mon enquête pour Trends Tendance, j'ai notamment rencontré Benoît Mercatoris, qui est un chercheur à l'ULG, à la faculté agrobiotech à Gembloux, qui lui fait des études sur les céréales. Donc il utilise en fait des capteurs, des spectromètres également, et même des capteurs 3D pour scanner différentes variétés de froment et pour voir un petit peu l'état de santé de la plante. Alors tout ça, ça paraît peut-être un peu gadget. On se demande pourquoi est-ce que finalement c'est bien d'aller prendre une photo et de la mettre dans différentes couleurs. Mais ce qui est vraiment intéressant en fait avec cette agriculture, c'est qu'on arrive de plus en plus à une agriculture de précision. Donc une agriculture non seulement intelligente, smart, mais très précise, pour à l'avenir mettre une dose d'engrais, d'herbicides, de pesticides au bon moment, au bon endroit et surtout la bonne dose. Donc avec ces différentes données, on va pouvoir non plus considérer qu'un champ est une seule parcelle homogène, mais plutôt est composé d'une série de zones qui ont besoin chacun d'un apport spécifique en engrais, d'un apport spécifique en produits phytosanitaires, etc. Et alors on peut même envisager, avec les progrès de la robotique, et il y a déjà des robots qui sont développés, notamment le français Dino, qui est un robot qui simplement suit des lignes de salade pour désherber ces lignes de salade de manière mécanique. Ou alors le robot qui a été développé par le Suisse EcoRobotics, qui est un robot qui fait un peu la même chose, mais qui désherbe avec un herbicide et qui donc scanne son environnement autour de lui. Et dès qu'il repère une mauvaise herbe, entre guillemets, eh bien, il lui applique une dose d'herbicide, mais sans devoir pulvériser tout le champ. Et on pourrait imaginer qu'avec ces capteurs et surtout les data que l'on récolte, on pourrait imaginer d'améliorer encore plus ce type de robot. Alors ça, c'est dans le domaine des cultures. Maintenant, dans le domaine de l'élevage, il y a énormément aussi de technologies qui sont développées dans les data, et notamment grâce à ceci, qui est en fait un collier connecté. C'est un peu comme votre bracelet, vous savez, celui que vous avez acheté quand vous allez pour aller courir, qui mesure votre rythme cardiaque, qui mesure votre tension artérielle, qui mesure surtout le nombre de calories que vous êtes en train de dépenser pour avoir une taille fine pour l'été. En fait, là, c'est exactement la même chose, le même procédé. Et ça, c'est Carlo Bertozzi qui va nous expliquer comment ça fonctionne et surtout pourquoi est-ce qu'on utilise ce type de capteur sur des vaches. Carlo Bertozzi, il est directeur de la recherche et du développement au sein de l'Association wallonne de l'élevage et il s'occupe notamment de ces différents capteurs. Voilà, maintenant tout ça c'est bien beau, c'est très high-tech, c'est très technologique, c'est même un peu gadget. Ça a pas mal de promesses, notamment faciliter le travail des agriculteurs, leur promettre des rendements plus importants. Au niveau environnemental, on irait plus vers une agriculture raisonnée grâce à ces différentes technologies. On utiliserait moins d'engrais, moins d'herbicides, de pesticides et de fongicides, et on améliorerait même le bien-être animal. Tout ça, ça reste à prouver. On va essayer de voir un petit peu si ces promesses pourraient être effectivement tenues, en gardant toujours à l'esprit qu'il n'y a pas qu'une seule agriculture. Il y a une agriculture, on va dire, entre guillemets, plus industrielle, plus traditionnelle, voire une agriculture plus raisonnée, ou une agriculture plus biologique, voire même la permaculture. Et on va se demander si ces technologies, en fait, sont tout à fait compatibles avec ce type d'agriculture, ou bien si c'est simplement un outil de plus pour une agriculture toujours plus intensive, toujours plus industrielle. Et pour en discuter,
Erwin Schopkes va nous rejoindre en seconde partie de soirée pour le débat. Alors Erwin, en fait, est agriculteur, il est producteur laitier et il est président de la Fédération européenne des producteurs laitiers, et il nous donnera un petit peu son avis sur ces technologies, et on en discutera tous ensemble, non seulement avec mes invités, mais avec vous également, notamment via Twitter. Donc si vous avez des questions, des réactions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser sur Twitter via le hashtag CaféNLG. Je scruterai les réseaux sociaux tout en modérant le débat, et n'hésitez pas aussi à poser des questions à voix haute, c'est toujours la bonne façon. Voilà, maintenant j'accueille Henri Louvigny pour présenter ses logiciels et son site e-commerce. Voilà, merci à vous.